Bonjour, aujourd'hui on va faire une introduction au protocole Modbus. On va faire un petit survol sur la version ASCII et TCP. On va beaucoup s'attarder à la version RTU. Le plan de la présentation, naturellement, on va parler de Modbus. Comme je disais, on va parler de la version ASCII, TCP, RTU. On fera aussi un petit retour sur RS-232, 422 et 485 qui sont utilisés avec la version RTU. Je vais aussi vous présenter les différentes façons de présenter la mémoire par Modbus. Donc, ils appellent ça parfois des COI, parfois des holding registers, parfois des inputs. On verra toutes les subtilités. Ensuite, on va discuter de la trame de communication Modbus. On va voir les principaux codes de fonction qui sont utilisés et je vais vous faire des exemples à propos de RTU en RS485. Modbus a été publié en 1979 par l'entreprise Modicon qui l'utilisait pour l'interconnexion de ses PLC. Donc, des PLC, c'est des contrôleurs utilisés en industrie pour faire de l'automatisation. PLC, c'est pour Programmable Logic Controller. Et eux avaient lancé en 1969 le PLC 084. Bon, plus tard, ils ont lancé en 1975 le PLC 384 qu'on peut peut-être encore retrouver dans certaines entreprises. Modicon a rejoint le groupe Schneider en 1996. Donc aujourd'hui, c'est fort possible que si vous cherchez Modicon, vous allez trouver plus un site sur Schneider, étonnez-vous pas. Modbus est devenu un standard qui est informel dans l'industrie. La raison, c'est que c'est un protocole qui est ouvert et sans royauté. Donc Modicon, en faisant cette publication de façon ouverte, ça a permis à d'autres entreprises de faire des modules qui peuvent s'interfacer avec leur PLC et vice-versa. Donc, ce qui permet au fond d'ouvrir le marché. Et naturellement, le fait qu'il n'y a aucune royauté, ça a incité les autres entreprises à se lancer avec ce modèle-là. Ce qui en a fait un standard informel dans l'industrie. C'est pas le seul, mais c'est probablement un des plus populaires. Modbus, c'est un protocole de communication série qui se décline en plusieurs versions. Bon, les trois plus populaires probablement, c'est Modbus RTU, RTU pour Remote Terminal Unit, Modbus ASCII pour American Standard Code of Information Interchange et finalement Modbus TCP pour Transmission Control Protocol. Autant Modbus RTU que Modbus ASCII utilisent un lien série de type RS232, 485 ou 422. Modbus TCP, lui, va utiliser des liens de type Ethernet, donc va pouvoir, lui, circuler sur des réseaux informatiques, ce qui est très pratique. Là, ça s'inscrit très bien dans la convergence des réseaux aujourd'hui. Aujourd'hui, le focus, cependant, va être sur les versions série qu'on va retrouver plus avec nos microcontrôleurs. Si on fait une analyse par rapport aux 7 couches du modèle OSI, Modbus va s'inscrire dans 3 couches principalement. D'abord, pour la couche physique, on va pouvoir retrouver RS232, RS485 et RS422. Au niveau de la liaison, il va y avoir une configuration de type maître et esclave. Il n'y a aucun équivalent pour la partie présentation, session, transport et réseau, comme par exemple, il n'y a pas de session, on n'ouvre pas des utilisateurs à travers les communications Modbus. La prochaine couche pour laquelle il y a une correspondance, c'est la couche application Modbus pour la couche application du modèle OSI. Modbus, on va voir, c'est un protocole relativement simple, ce qui aide probablement à sa popularité. Autant le Modbus RTU que ASCII va permettre de faire une liaison avec du RS-232. Dans cette liaison entre un contrôleur et un module, on va pouvoir atteindre une distance maximum de 15 mètres. Donc ça vient du standard RS-232. On va pouvoir faire la connexion avec un seul module. Donc dans ce cas-ci, on ne peut pas avoir plusieurs modules. Et la communication va être bidirectionnelle. Dans ce cas-ci, on a un TX dédié et un RX dédié, ce qui nous permet d'échanger les données dans les deux sens. RTU et ASCII permettent aussi d'utiliser un lien RS422. Dans le lien RS422, on peut connecter plusieurs modules et on pourra atteindre une distance maximum de 1200 mètres pour la liaison totale, soit environ 4000 pieds. Encore une fois, ça, c'est une caractéristique du standard RS422.
Dans cette liaison, on pourra interconnecter 10 modules comparativement à RS-232 qui permettait qu'un seul module par liaison. Mais dans ce cas-ci, la liaison, c'est seulement des récepteurs. Donc, c'est unidirectionnel pour les messages. Dans l'illustration, ici, j'ai mis des actuateurs où on retrouve des relais. Ça serait une application typique avec un lien 422 parce que, naturellement, on peut seulement qu'aller dans une direction. Cette limitation est probablement à l'origine de la popularité du RS485 qui lui permet aussi d'interconnecter plusieurs modules sur une distance maximum de 1200 mètres. Dans ce cas-ci, cependant, par liaison, on est capable d'atteindre 32 modules interreliés et finalement, les modules sont bidirectionnels dans cette version-ci. Ce qui permet d'avoir, par exemple, des capteurs pour retourner de l'information vers le contrôleur Modbus. Modbus ASCII, comme dans ASCII, code ASCII, on peut voir ici les codes ASCII qui correspondent à des caractères. C'était très pratique la version ASCII parce qu'en mode terminal, on était capable de voir les paquets qui étaient échangés. Donc le protocole était lisible pour les utilisateurs qui en faisaient l'observation. Ça va être encore présent aujourd'hui, mais RTU est beaucoup plus populaire parce qu'il est plus efficace. Dans ce cas-ci, lorsqu'on parle d'efficacité, on fait référence d'abord au codage des données. Donc, si on fait une comparaison entre Modbus RTU et ASCII, le codage de RTU est binaire. Donc, codage binaire, ça veut dire je vais envoyer ma valeur de 255 qui est 0xFF en hexadécimal. Au niveau des octets à transmettre, j'ai besoin d'un seul octet, donc 8 bits, pour représenter 255. Le nombre d'octets envoyés est donc de 1. Si je veux transmettre la même valeur avec du codage ASCII utilisé par Modbus ASCII, la valeur 255 0xFF sera transmise dans sa représentation textuelle, donc en caractères, pour la version en hexadécimal. Donc c'est déjà moins pire que d'envoyer 255 en texte. Donc ici, il envoie F. Mais encore, ici, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on a doublé le nombre de bits nécessaires pour représenter nos caractères. Donc, 2 fois le caractère F va être transmis, donc 2 octets vont être nécessaires pour transmettre un octet d'information. Ici, on voit bien que RTU est beaucoup plus efficace que ASCII au niveau du codage des données. Au niveau de la détection des erreurs, si on fait une comparaison encore entre Modbus RTU et ASCII, au niveau de Modbus RTU, il va utiliser un CRC. CRC, c'est pour Cyclic Redundancy Check, qui, lui, va nécessiter 2 octets. Au niveau de Modbus ASCII, il va utiliser un LRC pour Longitudinal Redundancy Check. Donc, dans ce cas-ci, il utilise un seul octet. Bon, au niveau du CRC, c'est quand même complexe. C'est une suite de décalage puis d'opérations avec des ou exclusifs avec un polynôme choisi qui va varier dépendamment du type de CRC qu'on fait. Au niveau du LRC, c'est beaucoup plus simple. On fait seulement qu'additionner les données brutes ensemble, on conserve 8 bits, puis on fait un complément 2 à la fin. C'est tout. Donc, dans ce cas-ci, la simplicité va aller à LRC. Bon, on ne s'attardera pas dans les méthodes de détection des erreurs, mais les CRT sont habituellement beaucoup plus efficaces pour détecter les erreurs sur les trames de communication. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est ça qui est utilisé dans la majorité des protocoles aujourd'hui. Au niveau de la délimitation des trames, Modbus RTU va utiliser une pause de 3.5 octets, donc l'équivalent de 3.5 octets transmis entre chaque trame. Au niveau de Modbus ASCII, il va délimiter ses trames par un point-virgule au début et la fin par un carriage return et un line feed. Donc Modbus RTU dure 3.5 octets et Modbus ASCII, ses délimitations durent 3 octets. Petite victoire encore ici au niveau de ASCII. Une des conséquences, c'est qu'au niveau de RTU, les pauses entre les données qui seraient plus longues que 3.5 caractères vont provoquer la détection d'une nouvelle trame, d'un nouveau début de trame, ce qui en fait une version qui n'est pas utilisable avec des modems. Au niveau de Modbus ASCII, lui va fonctionner assez bien avec les modems étant donné que les pauses ne sont pas temporelles mais bien délimitées par des caractères. Si on parle de compatibilité, eh bien, Modbus RTU n'est pas compatible avec Modbus ASCII. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à Modbus RTU avec RS485, une version efficace et très populaire.
Au niveau des vitesses de communication qu'on va retrouver avec Modbus RTU, de façon typique, on va voir 9600 à 19200 bits par seconde, 19200 étant probablement celui qu'on va retrouver le plus. On peut retrouver d'autres vitesses, par exemple 1200 à 115 200 bits par seconde. Pour qu'un bus de communication soit fonctionnel, il faut cependant que tous les modules aient la même vitesse de communication. Donc, c'est important que tout le monde ait la même vitesse, peu importe la vitesse qui est choisie. Par exemple, ici, avec un module seulement dont la vitesse n'est pas la même, il ne sera pas capable de comprendre, il pourrait causer des erreurs au niveau de la communication. Les autres non plus ne seront pas capables de comprendre les messages, ce qui va compromettre le bus de communication qui est vu par tout le monde. Alors, la bonne configuration, c'est vraiment d'avoir tous les modules avec la même vitesse de communication. C'est important de s'assurer que tout le monde est capable de supporter cette vitesse-là. Sinon, il faut reconfigurer tout le monde pour supporter la vitesse la moins vite supportée par nos modules. Au niveau de la gestion du lien, ça fonctionne avec un maître et un esclave. Les messages sont tout le temps initiés par le contrôleur qui fonctionne par des interrogations auxquelles les esclaves vont répondre. Les messages qui sont échangés entre le contrôleur Modbus qui tient le rôle de maître et les esclaves, les modules Modbus, permettent de faire la lecture ou l'écriture de registres à l'intérieur. Avec Modbus, on peut avoir un seul maître et jusqu'à 247 modules esclaves. Commencer au niveau des liaisons RS485, on ne peut pas dépasser 32 esclaves, mais je viens de vous dire qu'on peut avoir jusqu'à 247 modules. Donc, pour être capable d'étendre jusqu'à 247 modules avec du RS485, ça va prendre des répéteurs RS485 qui vont permettre d'ajouter plus d'esclaves. L'adressage de données se fait de deux façons différentes. La première, c'est les coils. Les coils représentent un seul bit. Donc, pourquoi des coils? À l'époque, naturellement, les PLC contrôlaient principalement des relais, donc des sorties unitaires, donc c'est pour ça qu'on les appelait coils, et ils représentent un bit, même si en mémoire sont organisés en groupes de 8. Et on a les registers, des registres qui, eux, comportent 2 octets, soit 16 bits. Les types de mémoire sont ensuite subdivisés. Les coils, par exemple, ont une première partie qui permet la lecture et l'écriture à l'intérieur, et les adresses correspondantes partent de 0 jusqu'à 9999. On remarquera ici le 0 au début des adresses. Ensuite, il y a une version qui est en lecture seulement et qui commence à l'adresse 10001 et finit à 19999. Donc, on remarquera encore une fois que l'adresse ici débute par un 1, ce qui permet de la distinguer avec la section de lecture et écriture. On remarquera aussi qu'il n'y a pas de 10 000. Ça commence à 10 001. Ici, il n'y a pas de 0, ça commence à 1. Donc, le décalage est tout le temps par rapport à 1. Bon, la lecture, ça serait par exemple pour des capteurs. Des capteurs, on ne peut pas changer leur état à distance. C'est des capteurs, ils mesurent puis nous retournent l'information. Alors que lecture et écriture, ça serait pour, par exemple, vérifier l'état de nos relais et modifier l'état de nos relais. Le même principe s'applique au niveau des registres. Donc, il va y avoir une région de mémoire qui va être en lecture seulement pour, par exemple, des capteurs qui offriraient des informations qui seraient en 16 bits. Les adresses pour celles-ci débutent à 30 001 jusqu'à 39 999. Et on a finalement la partie lecture et écriture qui commence à 40 001 et jusqu'à 49 999. Chacune des sections permet au maximum 9999 cases de mémoire, donc représentation chacune. Les adresses utilisées et la signification vont varier d'un module à l'autre. Par exemple, si on prend un module à relais qui aurait les adresses 1, 2 et 3, donc les adresses de type COI en lecture-écriture, aurait la correspondance de l'état du relais 1, 2 et 3 pour cet actuateur-là. Ça n'empêche pas un autre manufacturier d'avoir, par exemple, encore une fois, des relais et cette fois-ci, d'utiliser simplement l'adresse 4001 pour adresser ces relais, encore une fois en lecture-écriture, mais cette fois-ci en registre de 16 bits. Ce qui fait que pour deux produits similaires, on pourrait avoir de l'adressage différent. C'est important de bien lire les documentations. Dans les trames, on va voir que les adresses sont relatives au type de mémoire. Par exemple, pour le second actuateur, le champ d'adresse, ça va être quand même 0
qui va être transmis pour avoir accès à l'adresse 40001. Puis comment il va faire le module pour faire la différence? Ben, c'est la commande qu'il va recevoir, donc le code de fonction qu'il reçoit qui lui permet de savoir dans quelle mémoire il veut s'adresser. Donc, par exemple, si on veut faire une lecture ou une écriture dans la partie registre qui est en lecture et écriture, ben forcément, ça débute à 40001. Donc, l'adresse 0 dans la trame va correspondre à l'adresse 40001 pour cet actuateur-là. On va faire des exemples pour éclaircir tout ça, ça ne sera pas très long. Mais avant, un petit mot sur la représentation des données. Modbus fonctionne en Big Endian. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, si je veux transmettre la valeur 0x CAFE, que j'aime bien, bien, on va envoyer CA en premier et FE en second. Donc, Big Endian, on commence par le plus gros en premier. Si on regarde une trame Modbus, premièrement, ça débute par l'identification de l'esclave à qui on veut parler. Le champ va varier de 0 à 247. Les modules peuvent prendre les adresses 1 à 247. L'adresse 0, c'est un broadcast, donc c'est une diffusion qui va s'adresser à tous les modules. Ensuite va venir le code de fonction qui va de 1 à 43. Ensuite viennent les données qui vont varier dépendamment de la fonction. Et ça termine par le CRC de 2 octets à la fin. Maintenant, voyons quelques-uns des codes principaux pour les fonctions. Donc, les codes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 et 16 sont probablement les codes les plus utilisés. Donc, si on regarde le code 1, lecture de l'état des bobines, donc des coils, qui correspondent aux mémoires visées 1 à 9999. Donc, ce qui veut dire que quand on reçoit le code de fonction 1, on sait que les adresses relatives, donc si j'envoie l'adresse 0 dans les données pour expliquer à quelle adresse je m'adresse, bien on va savoir que la correspondance c'est 1 parce que c'est là que débute la mémoire qui est visée. Alors que si je transporte par exemple le code 3 pour le code de fonction, lecture des registres, donc holding register, ben, ça correspond aux adresses 40001 à 49999, ce qui veut dire que si dans les données, si l'adresse que je transporte, que je vise, c'est 0, ben, ça va correspondre à l'adresse 40001 pour le module visé. Et comme on peut voir, chacun des codes, donc par exemple le code 2, lecture de l'état des bobines, donc ici lecture de l'état des bobines, lecture de l'état des bobines en lecture seule, donc là ici c'est les bobines qu'on ne peut pas modifier. Ici, même chose, lecture des registres qui sont holding register. Donc, eux autres, on peut écrire et lire dedans. Alors que lecture des registres qui sont en lecture seule, eux, c'est un autre type de mémoire, donc à 30001 à 39999. Donc, encore une fois, avec les codes, on est capable de différencier la mémoire qui est visée. Au niveau des écritures, ben, on en a juste deux parce que naturellement, on a juste deux sections de mémoire dans lesquelles on peut écrire. Écriture pour une bobine seulement. Donc, dans cette commande-là, on va seulement viser une bobine. 6 qui est, elle, pour l'équivalent pour les registres, donc holding register. Encore une fois, les mémoires visées correspondantes. Et 15 et 16, ben, c'est des écritures, mais cette fois-ci pour plusieurs bobines ou plusieurs registres. Donc, naturellement, les données transportées vont un petit peu varier parce que dans ce cas-ci, on va dire combien de registres on vise et ainsi de suite. Toutes les communications du protocole Modbus débutent par une requête envoyée par le maître. Ici, le maître veut parler à l'esclave numéro 4 et envoie la fonction 2 avec les données AD et un CRC à la fin. Dans le temps, on verra apparaître d'abord une pause de 3.5 octets. Ensuite, on verrait 4.2 apparaître, donc les deux premiers octets transmis. Ensuite, au niveau des données, on aurait 000A, 000D, parce qu'on se souvient qu'on transmet la partie haute des données en premier. Donc ici, les données sont vues comme des 16 bits. Et ensuite, on voit le CRC, encore une fois, la partie haute, la partie basse, suivie d'une autre pause avant la prochaine trame. Si on décompose l'information transmise, bon, l'ID 4, le numéro d'identification du module, c'est 4. La fonction 2 qui parle de la lecture de l'état d'une bobine qui est en lecture seule, donc on vise les adresses 10001 et plus. Au niveau des données, l'adresse de début qu'on demande de façon relative, c'est A, donc ça correspond à 10011. Et le nombre à lire, c'est D, ce qui correspond à 13. Donc on va vouloir lire l'état de 13 bobines.
la slave va devoir ainsi retourner le contenu de la mémoire des adresses 10 011 à 10 023. Si on regarde maintenant la réponse possible qu'on recevrait de cet esclave, le format de la trame est le même, donc toujours ID de l'esclave, code de fonction, données, CRC. Pas plus compliqué que ça. L'ID de l'esclave, ben, c'est son numéro, donc son numéro à lui, le code de la fonction à laquelle il répond, et ensuite les données qui sont transportées. Dans ce cas-ci, on regardera la signification et le CRC. Bon, le calcul du CRC a changé parce que les données ont changé. Au niveau temporel, c'est encore la même chose. Donc, ça débuterait par une pause de 3,5 octets. Ensuite, on aurait 4, 2, donc 4 pour l'esclave, 2 pour la fonction. Ensuite, les données transmises 2 à 11. Dans ce cas-ci, c'est vu comme des octets. Donc, chacun est aligné comme ci. Et en finale, ben, on a B3, 14, notre CRC qui serait calculé pour cette trame spécifique-là. Au niveau du contenu, donc, on a l'ID. Au niveau du contenu, on a l'ID 4 pour le numéro d'identification du module qui est 4. La fonction 2, lecture de l'état d'une bobine en lecture seule, qui est notre réponse à cette fonction-là. Les données transportées, ça commence par le nombre d'octets qui sont transportés pour la réponse. Ensuite, on a l'état des bobines 10 à 17. On se souvient, là, c'était l'adresse qui était demandée, c'était à partir de la bobine 10. Donc, la réponse qu'on reçoit, ben, ça donne que c'est 0xa. Puis si on décompose, ben, chacun des bits correspond à l'état d'une bobine. Donc, ici, on a les bobines 10, 11, 12 jusqu'à 17. Puis on voit que les bobines 11 et 13 sont actives. Et le second octet qui, lui, va nous donner l'état des bobines suivantes. Donc, dans ce cas-ci, 20 à 27, qui transporte 0x11, ce qui signifie que ben, les bobines 20 et 24 sont actives. Maintenant, on va faire un exemple en écriture. Donc, regardons ici, on a une requête encore qui est envoyée au départ par le maître. L'ID de l'esclave, encore notre 4. Ici, on a une demande d'écriture. On verra la fonction 6. Les données transportées, 1, 3. Le CRC qui est calculé par rapport au message. Au niveau des données sur le bus, encore une fois, ça commence par une pause. Ensuite, 4, 6 pour l'ID, la fonction, les données transmises, bon, qui commence toujours par la partie la plus significative, qui se termine par le CRC et une pause avant la prochaine trame. Décomposition d'informations, ID 4 pour le module 4, fonction 6 qui est écriture d'un registre. Donc ici, on est en écriture vers un registre. Les données transmises, donc premièrement, l'adresse qu'on vise. Dans ce cas-ci, c'est l'adresse 1, ce qui correspondrait à 40 002 parce qu'en écriture, on est à 40 001 au début, puis on demande l'adresse 1. Donc l'adresse 0, ça serait 40 001. L'adresse 1, c'est 40 002. Et la donnée qu'on veut écrire, c'est 3 qu'on veut envoyer à l'intérieur du registre. La réponse à cette requête au niveau de l'esclave. Bien, l'esclave, dans ce cas-ci, naturellement, il n'y a pas de données à retourner spécifiquement, mais il va quand même faire une copie de la trame qu'il a reçue puis la retourner. Ça permet de confirmer la réception correcte de la commande. Donc ici, la réponse ID de l'esclave 4, le code de fonction 6, les données qui avaient été reçues sont retournées également et le même CRC. Donc, dans le temps, naturellement, c'est exactement la même trame qui nous apparaît, mais dans le sens inverse, et les mêmes informations qu'on avait précédemment. Donc, l'esclave va tout le temps envoyer un écho sur les commandes d'écriture. Naturellement, à l'époque, les données 16 bits, c'était cool, mais aujourd'hui, on le sait, c'est pas rare qu'on va voir, par exemple, des entiers de 32 bits, ou, par exemple, on pourrait avoir des décimales, par exemple, des floats, qui sont en 32 bits. Mais comment on va faire pour représenter ça alors qu'on a des registres de 16 bits? Ben, il va simplement combiner des registres ensemble. Bon, idéalement, pour respecter l'approche Modbus, on devrait utiliser le Big Endian, mais ce n'est pas spécifié. Donc, il faut lire la documentation du module parce qu'on pourrait avoir une surprise. Par exemple, il pourrait avoir inversé l'ordre, puis naturellement, ça va changer la représentation de la donnée qui va être interprétée. La communication va débuter par une requête à partir du maître qui va demander au module 1 une lecture à partir de l'adresse 0 pour deux registres. Ça ici, c'est notre cas de CRC. Ben, la réponse à ça, naturellement, encore une fois, ID 1, fonction 4,
qui dit, ben maintenant, je vais avoir 4 octets dans ma réponse parce que j'ai 2 registres à transmettre, hein, on se souvient. Donc, la réponse, c'est 0006, 0005 et le CRC qui suit. Donc, si on regarde au niveau du contrôleur, l'interprétation de ces données-là, ben lui, il se dit, OK, aux adresses 30 001 et 30 002, j'ai respectivement 6 et 5 dans le contenu de mémoire. Au niveau du capteur, ben, naturellement, comme on a dit, c'est une représentation d'une donnée de 32 bits qui serait étalée en 2 registres. Et la valeur de 0006, 0005, si on les met sur 32 bits, ça nous donne 393 221. Bon, si au niveau du contrôleur, il fait l'alignement de la même façon, donc 0006, 0005, il va avoir la même valeur qui va être interprétée. Mais si jamais cette valeur-là, lui, il décidait de l'inverser, comme par exemple d'utiliser 0005, 0006, bien évidemment, la donnée interprétée, elle va changer. Ce n'est pas la bonne donnée qu'on aurait interprétée. C'est donc très important de toujours aller lire la documentation des modules avec lesquels on veut s'interfacer pour s'assurer que l'ordre des octets dans la mémoire est la même que celle que nous, on interprète. Au niveau de la gestion des erreurs, bon, ben, il y a 4 cas possibles suite à une requête envoyée par le maître. Dans un premier cas, tout va bien, le module va recevoir la requête puis va répondre. Ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. L'autre situation qui peut survenir, la requête disparaît en chemin et ne se rend pas à l'esclave. Donc, dans ce cas-ci, naturellement, l'esclave ne reçoit pas la requête, ne peut pas y répondre, n'enverra pas de réponse. Et le maître, après un certain temps, bien sûr, va s'en rendre compte qu'il n'y a pas de réponse, puis va pouvoir recommencer la requête. Un autre cas, c'est que la requête est reçue, mais elle comporte une erreur, comme par exemple une erreur de CRC. Dans ce cas-ci, encore, le module ne va pas répondre à la requête, et attendra que le maître envoie une nouvelle requête. Une dernière situation, ça pourrait être par exemple, le module reçoit la requête, mais ne peut pas répondre à la requête pour une raison quelconque. Par exemple, ici, la fonction est inconnue, l'esclave ne peut pas répondre, mais il va retourner une réponse dans laquelle il va informer le maître qu'il ne peut pas répondre à sa requête. Donc, avec un code d'exception, il va dire c'est quoi la raison pour laquelle il ne peut pas répondre à cette requête-là. Alors, les codes d'exception. Donc, pour signaler une erreur avec la requête qui est demandée, le module va répondre avec un code d'exception. Le code d'exception, c'est simplement la fonction qui a été reçue et il va mettre le bit 7 à 1. Donc, comme vous pourrez remarquer, toutes les fonctions ont le bit 7 à 0 normalement. Donc, dès que la fonction reçue comporte un 1 au bit 7, automatiquement, le maître va comprendre que c'est un code d'exception. Le champ de données va comporter un octet qui va documenter l'erreur en question. Donc, il y a 11 codes possibles qui vont être utilisés. Les codes de 1 à 11. Le code 1 correspond à fonction illégale. Par exemple, une fonction qui ne serait pas supportée par le module. Le code 2 serait une adresse illégale. Donc, dans ce cas-ci, une adresse mémoire qui est visée, qui est impossible. Donc, naturellement, dépendamment des modules, il n'y a pas nécessairement 9999 registres correspondants. Donc, si on demande une case mémoire qui n'est pas supportée, ici, on va se faire dire que l'adresse est illégale, donc c'est une mauvaise adresse. Le code 3, lui, va signaler que les données reçues sont illégales. Donc, c'est normalement quelque chose qui va être utilisé avec des requêtes en écriture. Donc, par exemple, le champ qui est reçu, la commande qui pourrait correspondre, par exemple, à la vitesse d'un moteur, pourrait être en dehors des limites qui sont supportées par l'appareil, donc ils sont rejetés par le module en question. Finalement, le code numéro 4 qui correspond à l'erreur du module esclave. Donc ici, le module a reçu la requête, les données, la fonction et l'adresse est bonne, mais le module n'arrive pas à exécuter correctement la commande qui est reçue. Donc, il va informer le maître qui n'est pas capable de faire ce qui a été demandé. Puis finalement, les 5 à 11 qu'on ne va pas couvrir, qui sont des situations spéciales qui ne concernent pas vraiment les cas de base. Les outils et références qui pourraient vous être utiles. D'abord, une des choses qui pourrait être utile, c'est naturellement d'aller consulter le site de l'organisation Modbus pour aller lire la documentation qui est fournie. Vous avez aussi des outils très intéressants comme par exemple le Modbus Master qui va vous permettre de créer un maître sur votre station et de communiquer par exemple avec des modules. Donc, ça permet de visualiser là, un genre de mode debug si on veut par rapport aux modules avec lesquels on va communiquer.
Et sinon, ben, vous avez différents sites qui proposent des utilitaires en ligne qui permettent, comme par exemple celui que j'ai cité ici, Rapid SCADA Modbus Passer, qui permet de rentrer une trame, les données d'une trame reçue et de la décomposer pour l'interpréter. C'est tout pour la vidéo d'introduction. Il y aura d'autres vidéos avec des démonstrations qui seront faites avec des microcontrôleurs. Pour ne pas les manquer, d'abord, il faut s'abonner. Ensuite, il faut appuyer sur la petite cloche, ce qui va vous permettre de recevoir des notifications lorsque je vais mettre les vidéos en ligne. Et je remercie tous ceux qui envoient un beau like et partagent les vidéos. À bientôt dans une prochaine vidéo.